Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire dans lequel je vous rassure tout de suite, on ne va pas apprendre à calculer les droits de douane. Non, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est déjà de comprendre où nous en sommes, et essayer de faire une sorte d'état des lieux, car je crois qu'on est tous perdus avec ces annonces tonitruantes, et même parfois qui sont fausses. Donc, on va également essayer de prendre un petit peu de hauteur et voir s'il existe des leviers. Car comme le dit si bien le titre de ce webinaire, anticiper, c'est vaincre. Donc je ne me suis pas encore présenté. Je suis Julien Langlais, directeur chez AU Group. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons le privilège d'avoir parmi nous Stanislas Roquebert, avocat expert en droit de douane chez Lighthouse, cabinet spécialisé sur ces sujets. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat qui se situe juste en bas à droite. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc Stanislas, bonjour. Comme Bonjour je le Julien. disais en introduction, Stanislas, on est quand même un petit peu perdu par rapport à tous ces droits de douane américains. Si on devait faire un constat aujourd'hui, 14 mai, parce que ça change tous les jours, euh, on en est où au final? Alors effectivement, merci Julien pour cette question piège. Effectivement, ça change tous les jours. Il y a encore eu des annonces, vous avez dû le suivre en tout début de semaine, notamment vis-à-vis de la Chine et des négociations. Je vais essayer de vous présenter ça en quelques minutes, mais très rapidement, parce qu'on entend effectivement beaucoup, mais on entend aussi beaucoup de choses qui sont probablement des contre-vérités. Il y a peut-être 2 questions là dans votre question sur, où est-ce qu'on en est. Déjà, il faut savoir, un peu les fondamentaux. Comment est-ce que, les surtaxes sont calculées ou en tout cas sur quoi elles se basent? Et c'est toujours la même chose en matière de droits de douane. On a une base taxable, donc ça c'est assez simple à comprendre, c'est ce qu'on appelle la valeur en douane, le prix du produit qui est, multiplié par un taux de droits de douane. C'est l'objet de notre conversation d'aujourd'hui. Et ce taux de droit de douane, il dépend d'un code douanier. Voilà, donc il y a beaucoup de questions actuellement sur les codes douaniers. Et il peut être modulé par l'origine du produit. Vous avez bien compris qu'on n'est pas taxé de la même manière si on a un produit d'origine chinoise ou française. Ça, c'est un peu le basique avec ces trois éléments. Et ces trois éléments, ils sont importants parce que c'est là-dessus que tout le monde aujourd'hui essaie de jouer, soit en baissant la base taxable pour baisser le montant des droits de douane, soit en changeant le code douanier pour changer le taux, soit en changeant l'origine pour changer là également le niveau de taxation. Donc où est-ce qu'on en est très concrètement? Euh, Aujourd'hui, tous les produits d'origine, on parle bien d'origine et pas de provenance, c'est important de le garder en tête, tous les produits d'origine européenne importés aux US, 10% de surtaxe, en plus des taxes qui existaient déjà, évidemment, des droits de douane qui existaient déjà. Donc ça, c'est pour tous les pays. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des taux annoncés pour beaucoup d'autres pays qui ont été suspendus pour 90 jours, y compris pour l'Union européenne. Les produits d'origine européenne, on devait être à 20%, on est retombé aux 10% qui s'appliquent au monde entier, et ce, donc pour 90 jours jusqu'à début juillet. Et la Chine était un cas particulier dans lequel il y avait eu une escalade jusqu'à 145% de droits de douane, et on est revenu depuis ce lundi, donc c'est vraiment l'actualité immédiate, on est revenu pour la Chine à un taux de 30%. Donc les produits d'origine chinoise, puisqu'on parle de la Chine, mais c'est vraiment les produits d'origine chinoise, 30%. Et c'est important de garder la notion d'origine parce que vous pouvez être une société européenne ou américaine. Si vos produits sont d'origine chinoise, 30% de droits de douane. Donc voilà où on en est. Union européenne, produits d'origine Union européenne 10%, produits d'origine chinoise 30%. C'est probablement pas la peine de s'arrêter sur les autres particularités. Il y a eu beaucoup d'annonces. Peut-être simplement un petit point sur deux secteurs en particulier, l'aluminium, l'acier. Vous l'avez compris, vous l'avez entendu. Là, on est à des taux de droits de douane de 25%, même traitement. Et dans les deux cas, c'est effectivement sur les entre guillemets produits finis et les matières premières. Et particularité, donc également pour les pièces auto, et particularité pour ce qui concerne l'aluminium et l'acier, on vise aussi les dérivés, c'est-à-dire tout produit qui intégrerait une part d'aluminium et d'acier, auquel cas on serait taxé à 25% à l'arrivée aux US sur la part d'aluminium ou d'acier. Voilà, ça c'est pour deux secteurs spécifiques que vous avez compris. Il y a quelques exceptions à ça. Les biens qui étaient déjà en transit au moment de l'introduction de ces mesures, euh,
je le disais, l'aluminium et l'acier ainsi que l'auto pour lesquels on a 25 mais on n'a pas l'application des autres taxes, on est à un taux plancher de 25. Et également quelques exceptions. Vous avez compris, il y a eu, ce qu'on appelle nous les chapitres 84-85, c'est tout le high-tech. En fait, ça vise Apple, puisque Apple fait produire en Chine, se retrouver à 145 ou 30 avec le nouveau taux. Donc il y a eu une exemption pour ces produits, avec effet rétroactif et puis quelques secteurs spécifiques. On parle des produits, pharma, les semi-conducteurs, les articles en bois. Voilà, il y a un certain nombre, il y a une liste, hein, des exceptions. Vous pouvez la consulter, elle est publiée, elle est publique. Donc voilà un peu où on en est. 10% pour le monde entier, 30% pour la Chine. Et ces taux-là sont applicables jusqu'à début juillet pour ce qui concerne l'Europe, un peu plus tard pour la Chine, puisque la suspension de 90 jours est intervenue il y a 2 jours uniquement. Et certains secteurs visés spécifiquement avec des taxes spécifiques. Voilà un peu l'état Juste, des lieux juste dans les grandes Stanislas, une lignes. petite question peut-être pour les personnes qui sont dans le webinaire et qui ont peut-être pas la notion de provenance et d'origine. Est-ce que vous pouvez juste expliquer un petit peu la différence entre la provenance et la différence avec l'origine? Bien sûr, excellente question parce que c'est à peu près la question qu'on a 3 fois ou 4 fois par réunion actuellement. Tout le monde se pose cette question-là. Effectivement, là, on vise bien aux US et c'est le cas partout à travers le monde. Les droits de douane sont fondés sur l'origine d'un produit. L'origine, c'est le pays de fabrication. Pour déterminer un pays de fabrication, c'est assez complexe désormais parce qu'il n'y a pas forcément qu'un seul pays. On peut avoir des matières premières originaires de plusieurs pays et même des semi-finis fabriqués dans différents pays. Donc, l'origine d'un point de vue douanier, c'est le lieu dans lequel on a ce qu'on appelle une transformation substantielle. Ça, c'est un terme juridique qui ne veut pas dire grand-chose. Concrètement, ça veut dire qu'on a un nouveau code douanier. Donc, vous avez des matières premières avec des codes douaniers différents de celui du produit fini. Ça qualifie un nouveau produit, donc une nouvelle origine. Ou bien on a ajouté de la valeur dans un pays, au gré d'une transformation évidemment. Ou bien c'est un cumul de ces deux critères ou une opération spéciale. Dans tous les cas, vous êtes disqualifié de l'acquisition d'une origine s'il n'y a pas des opérations substantielles. Et donc, on parle d'opérations minimales. Si vous faites que de l'assemblage, ça ne suffit pas à qualifier l'origine. Donc, l'origine, c'est le pays de production ou de transformation substantielle. La provenance, bah, c'est le terme uniquement logistique. Et effectivement, la provenance n'augure pas de l'origine, ni la nationalité du fournisseur, ni du reste la monnaie de paiement ou tous ces autres éléments. Pays de transformation ou de production. Ok, merci. Du reste, je rebondis, hein, mais c'est un peu l'objectif actuellement. Beaucoup de personnes s'interrogent sur la possibilité de modifier l'origine, notamment pour les produits chinois qui subissent la plus forte taxation. Est-ce qu'un passage par l'Union européenne, par exemple, peut modifier l'origine? La réponse est non, sauf à ce que dans l'Union européenne, on subisse des opérations de transformation réelles. Et ces opérations de transformation réelles se matérialisent par les éléments que j'indiquais, changement de code, ajout de valeur ou cumul des deux. Voilà un peu voilà les grandes lignes de là où on en est à ce stade. Et il serait peut-être intéressant effectivement de s'intéresser aussi aux réponses qui sont formulées à travers le monde à à ces impositions américaines. Donc c'est voilà une question qui revient souvent, ce que fait effectivement ce que font l'Europe et le monde, on va dire. Bah, l'Union européenne a annoncé, alors il y a une liste hein, qui existe, c'est très méconnu, mais il y a une liste qui existe, qui a été publiée par l'Union européenne, ça fait 99 pages, c'est par code douanier, donc par produit, de tous les produits qui seraient taxés en étant originaires des US à l'arrivée dans l'Union européenne. C'est la réponse. Évidemment, cette liste, elle a été mise en suspens jusqu'au 14 juillet, non pas pour la fête nationale, mais pour les 90 jours de suspension décrétés aux États-Unis. Donc voilà, on a déjà indiqué les codes douaniers, les produits concernés. On a indiqué aussi au niveau européen les niveaux de taxation que ça pourrait induire. On parle de 95 milliards pardon, d'euros d'importation américaine. Ça, c'est côté européen. Ce qui différencie avec les US, aux US, on a des annonces du président via un tweet ou une grande mise en scène. Nous, effectivement, on a au niveau européen une publication de projet de texte, projet de directive qui est voté au niveau de la Commission, qui est soumis à l'approbation des États membres et qui est publié dans un journal officiel avec des annexes, des textes d'application, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement aux US. Pour l'instant, c'est en suspens, donc pas de surtaxe spécifique à ce stade. Euh, et puis, il y a également des plaintes au niveau de l'OMC, il y a l'organe de règlement des différends qui recueille les plaintes, et ces différentes plaintes
Elles peuvent aboutir. L'histoire nous éclaire un peu, puisqu'au cours du premier mandat Trump, il y avait eu beaucoup de plaintes sur ces surtaxes. Certaines ont abouti et ont condamné les États-Unis, qui n'ont jamais appliqué les sanctions, puisque le président Trump a déjà lui-même signifié que, à son sens, l'OMC n'obligeait pas, les décisions de l'OMC n'obligeaient pas les États-Unis. Il a même évoqué le fait d'en sortir. Il y a eu d'autres plaintes au niveau américain, pour le coup, au niveau des instances américaines, qui ont porté leurs fruits et dans certains cas, qui ont donné lieu à des remboursements de droits de douane acquittés au cours du premier mandat Trump pour illégalité des différentes impositions décrétées à ce moment-là. Et là, l'OMC là, a un rôle là, actuellement sur ces négociations qui sont en cours, ou pas du tout, ou ils sont juste observateurs pour le moment? Alors pour l'instant, on est dans un rôle plutôt d'observateur et de recueil, si je puis dire, des différentes plaintes. Évidemment, la D'accord. Chine a déposé plainte, mais aussi beaucoup d'autres pays. Et donc l'OMC, fidèle à ses méthodologies, bah, instruit ces plaintes, ce qui s'avère assez difficile puisque en fait, il y a des annonces qui sont contredites ensuite. Et donc la plainte qui a été déposée par la Chine visait la taxation de 145%. Comme on est repassé à 30%, voilà, il faut redéposer une autre plainte. Tout ça est assez complexe et effectivement avec peu d'espoir entre guillemets, puisque voilà, le président américain a déjà informé qu'il ne tiendrait pas compte des décisions éventuelles de l'OMC. Ok, très bien. On a une question qui est assez intéressante sur l'origine et la provenance. On a un exemple qui est concret. Fabricant de drones, qui comprend du coup des pièces en acier et des pièces également en aluminium. Donc la question, c'est la suivante. Je comprends donc que nous serions soumis à 10% de droits de douane, plus 25% sur les pièces qui sont en acier et en alu. Est-ce que c'est bien ça? Alors c'est parfaitement ça si le produit, si les drones sont d'origine européenne ou un autre pays autre que la Chine, c'est 10% pour le monde entier, plus 25% sur les parties, donc les pièces en aluminium ou en acier. Et ça, c'est un déclaratif hein, qui est fait auprès de D'accord? l'administration des douanes américaines. Attention toutefois, si les produits sont d'origine chinoise, ça semble pas être le cas, mais c'est pour donner un exemple, on serait non plus à 10%, mais à 30% C'est la de question taux que de j'avais droit de posée. douane, Ok, plus 25% toujours sur les pièces alu, acier. très bien. Ok. Merci pour votre réponse. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, est-ce que ces hausses de droits de douane, c'est quelque chose de nouveau, côté US, hein, j'entends? Alors effectivement, si comme vous disiez, si on regarde un peu dans le rétroviseur, est-ce que c'est quelque chose de nouveau côté US? Non, parce qu'on est dans un Trump 2 et Trump 2 est fidèle, on peut pas lui enlever ça, à Trump 1. Est-ce que c'est nouveau? Donc non, ça a déjà été fait au cours du premier mandat, pas avec une telle puissance et pas avec une telle méthode. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Oui, parce qu'il l'a annoncé, il avait dit, Trump, pendant la campagne, droit de douane est le mot le plus formidable, ou je ne sais plus quel terme il avait employé, du vocabulaire. Ce en quoi je le rejoins, parce que c'est mon métier d'avocat en droit douanier, mais effectivement, Ouais. donc voilà, on pouvait s'y attendre, c'est pas nouveau. Maintenant, sans faire de grandes théories économiques, ça s'appelle le protectionnisme. Voilà, ça a toujours existé depuis l'Antiquité. Sauf que normalement, c'est fondé sur voilà, des a priori et des méthodes claires. Le protectionnisme, c'est pour protéger ceux qui produisent dans notre territoire. Et donc, normalement, on taxe ce que l'on produit nous-mêmes. Hmm. On a l'exemple des téléphones portables. Autrefois, on avait tous des téléphones de marque européenne et il n'y avait pas d'autres marques étrangères. Maintenant, il y a beaucoup de marques étrangères parce qu'il n'y a plus de producteurs européens. Donc, on a baissé le taux des droits de douane qui était assez élevé et ça ouvre le marché. Aujourd'hui, ce qui est différent aux US, c'est qu'il n'y a pas de logique économique. C'est-à-dire que c'est plutôt à l'encontre de certains pays plutôt qu'une logique de protection d'une filière ou d'une autre. Même si, effectivement, vous avez vu qu'on a très clairement visé effectivement voilà, la filière automobile, par exemple, Bien l'aluminium, sûr. l'acier. Ouais. Donc c'est ça qui est relativement nouveau. Et ce qui est très nouveau, évidemment, c'est la méthode. Et là, bah, voilà, je pourrais en dire beaucoup, mais effectivement, la méthode est assez originale. On Mais, voit que euh, c'est plutôt mais de la négo d'ailleurs. ouais, complètement. Et Biden n'avait pas non plus. Enfin, j'avais cru comprendre que Biden aussi avait continué hein, finalement cette politique aussi de hausse de taxes. Alors peut-être avec, on le voyait moins, on lui lisait peut-être moins dans les journaux, mais j'ai compris que les droits de douane pendant son mandat ont continué aussi d'augmenter. Oui, alors Est-ce que tout à fait, c'est ouais, c'est vrai vrai que ou? oui, c'est une très bonne question. Bah, effectivement, Trump 1 impose des droits de douane sur un certain nombre de secteurs.
L'administration Biden annonce que c'est scandaleux, mais effectivement, ils n'ont pas été remis en cause, en tout cas pas tous, et majoritairement pas remis en cause. Donc ça a perduré. Effectivement, ce qu'on constate, c'est que ça a toujours deux effets en réalité, ces taux de droits de douane, qui existent aussi en Europe, hein, j'y reviendrai peut-être après, mais ça a deux effets, c'est que ça rehausse simplement le prix du produit pour le consommateur final, Mm. et ça a été le cas aux US, et donc le marché a appris à vivre avec des taux, avec des produits pardon, plus élevés, puisque les taux de droits de douane étaient plus élevés. Et voilà, et donc ça nous apprend simplement que le marché s'adapte toujours, en tout cas pour les cas précédents où ça visait des taux, ce qu'on pourrait dire entre guillemets raisonnables. Là, D'accord. ce qui est particulier, c'est la puissance, comme je disais tout à l'heure. Ouais, complètement. Et jusque-là, est-ce qu'on peut dire que les US étaient désavantagés par rapport à ces droits de douane, si on compare avec Alors, l'Europe, avec la Chine, avec tous ces partenaires? c'est une très bonne question parce qu'on ne cesse de l'entendre, hein. D'ailleurs, les droits, nous, on appelle ça les surtaxes, pour faire simple, mais l'administration Trump appelle ça les droits réciproques. Et donc, la notion de réciprocité induirait effectivement une forme d'égalité ou de recherche d'égalité. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Je ne me fais pas l'avocat de Trump, mais quelques réalités. Effectivement, les US sont plutôt un pays qui était autrefois très libre-échangiste, c'est-à-dire très ouvert au commerce, et ça, c'est l'histoire des États-Unis. Quelques exemples, la valeur en douane, qui est la base taxable, c'est une valeur qui est plus faible. Aux États-Unis, on parle d'une valeur, j'y reviendrai peut-être, mais d'une valeur FOB versus CIF en Europe. Je reviendrai sur ces notions-là, mais donc c'est une valeur en douane qui est plus faible, qui n'inclut pas tout le coût du transport. Donc effectivement, des droits de douane plus faibles puisque la valeur est plus faible. Un autre exemple, dans l'Union européenne, lorsqu'on importe des produits, on a une franchise de droits de douane jusqu'à 150 euros. Aux US, jusqu'à maintenant, c'était 800 $. C'est en train de changer, mais c'était 800 $. Donc là aussi, il y avait une déperdition sur ou en tout cas une franchise bien plus élevée. Encore un autre exemple, aux US, jusqu'à maintenant, on avait la possibilité d'utiliser effectivement des exonérations bien plus larges que ça n'est le cas dans l'Union européenne. Donc est-ce qu'il y avait une forme euh, effectivement de concurrence déloyale, on pourrait dire, ou de concurrence néfaste pour les US? Oui. Est-ce que ça nécessite ou est-ce que ça induit de tels niveaux de droits de douane? Pas forcément, mais ce qu'on comprend maintenant, et encore plus avec l'éclairage de ce qui s'est passé il y a 2 jours, c'est que c'est une méthode en réalité. La méthode de Donald Trump, c'est la méthode d'un homme d'affaires des années 90, c'est-à-dire je viens avec des grosses annonces, j'effraie tout le monde, hein, on parle de freezing là aux États-Unis, je fais peur à tout le monde, et ensuite, pour arriver à quelque chose de plus acceptable. Je vous rappelle que nous, on a pris 10 points, 10% pour le monde entier, y compris l'Union européenne, depuis quelques semaines maintenant, et on s'en est tous contentés. D'ailleurs, les médias disaient Trump revient en arrière. Bah, en fait, il revient en arrière, mais il impose 10% de droits de douane, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du commerce mondial. Et c'est pareil pour la Chine qui se contente ou les produits chinois de 30% aujourd'hui. Donc c'est une méthode de négo probablement, et est-ce que cette méthode porte ses fruits? Ça, l'histoire nous le dira. Et justement, dans sa méthode de négo, lui, vous avez une idée de où il veut en arriver au global? Il a une Alors, target à votre avis ou c'est juste du vent, on voit ce que ça donne, on voit comment ça réagit, puis en fonction, on ajustera. oui, alors il veut arriver à quelque chose. Ça, c'est les objectifs que moi je détermine, hein, Ouais. et avec nos équipes locales et ce que l'on constate. Je ne sais pas s'il l'a autant réfléchi, mais je pense que oui, puisqu'il est entouré. Il y a, à mon avis, trois objectifs. Effectivement, un objectif cash, et ça, Mm. voilà, personne ne le conteste, donc récupérer de l'argent. Il y a un objectif voilà, de dépendance économique. Et effectivement, il a souvent pointé le fait que l'Union européenne notamment est trop dépendante de la Chine et de l'Asie en termes de sourcing. Et donc, il parle beaucoup de multi-sourcing. Et en ça, il a raison. On l'avait remarqué pendant le Covid, on le remarque maintenant, on Ouais. est ultra dépendant. Et puis, il y a peut-être un troisième objectif, c'est une prise d'avance des US parce que les États-Unis sont bien plus avancés que nous dans toutes ces fonctions de gestion douanière, de trade. Dans toutes les boîtes américaines, il y a des trade officers, des compliance officers, des customs managers. Et en fait, c'est des fonctions qui sont un peu délaissées en Europe, jusqu'à maintenant en tout cas. Et effectivement, toutes les boîtes américaines ont une politique douanière, ce qui existe peu en Europe. Et donc, l'un des objectifs, c'est aussi de garder cette avance, probablement en étant un peu plus structuré sur ces matières-là. Et donc, en termes de taxation, il n'a pas annoncé, ou l'administration Trump n'a pas annoncé d'objectif.
On sait néanmoins que le 10%, en tout cas les échanges, nous, qu'on a eus avec l'administration US, les 10%, ils seront relativement stables et ils ne devraient pas bouger. Voilà. Donc ça sera 10 points en plus et a priori pour une durée indéterminée ou de très long terme. Et donc avec 10%, on va dire, en moyenne, on pourrait considérer que ce serait plus équitable vis-à-vis des partenaires? Alors est-ce que On serait encore dans une sorte de déséquilibre? est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est fair comme dirait Ouais, l'anglo-saxon? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que la méthode ne l'est pas et pour un juriste, c'est encore plus choquant parce qu'on n'a aucun texte d'application. On navigue un peu, à vue. Néanmoins, voilà, on peut considérer que certaines mesures, seraient, relativement équitables. Là, je parlais tout à l'heure des mmh, franchises, 800 $, que ça soit rabaissé au niveau de l'Union européenne, 150 €. D'ailleurs, l'Union européenne a déjà dit qu'on passerait à 0. Ça me semblerait assez fair que, la base taxable soit surélevée, ça me semblerait assez fair aussi. Maintenant sur le niveau des droits de douane, c'est difficile à dire parce qu'on en parle très peu actuellement, mais nous-mêmes dans l'Union européenne, on a des taux de droits de douane qui peuvent être relativement prohibitifs. mmh. Il y a beaucoup d'industries, je prends l'exemple des vélos électriques dont on parle beaucoup actuellement. Les vélos électriques chinois importés dans l'Union européenne sont taxés à plus de 80 et ça n'a choqué personne puisqu'on a considéré que c'était, pour protéger nos industriels communautaires et on surtaxe aussi certains produits américains. Donc oui, ça serait équitable qu'il y ait des réponses de part et d'autre, mais il faudrait qu'elles soient ciblées sur certains secteurs comme c'était le cas D'accord. auparavant. Ouais, compris. Bon, il y a un point que j'aimerais aussi ajouter, ce sont les exportations de data américaines. Et aujourd'hui, ces exportations-là, elles représentent 600 milliards de dollars et qui ne sont pas soumises, pour le coup, à des droits de douane. Donc aujourd'hui, il y a quelques pays en Europe qui taxent certains revenus de la tech à hauteur de 3%. Donc il y a quand même des discussions, j'ai l'impression, autour de ces exportations de data. Et cela, je pense, va aussi ajouter un poids supplémentaire dans les négociations, parce que Trump en a conscience de ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait, oui, oui, il y a des points. En fait, on n'est pas du tout dénué d'armes, hein, au niveau européen. On Mm. a des points de négociation assez forts. La Chine également. Et effectivement, la tech et les données en sont un très bon exemple. C'est simplement que, effectivement, on a une méthode qui est un peu moins, visible et bruyante, mais effectivement, on n'est pas dénué d'arguments et donc ça en fait partie et probablement, voilà, il y a certains secteurs qui ont d'ailleurs, c'est des démarches, pardon, je fais une parenthèse, mais c'est des démarches qui existent aux US et qui se font beaucoup de lobbying. Il y a des associations professionnelles, il y a des confrères spécialisés d'ailleurs qui font que du lobbying et pour certains secteurs aux US, ça fonctionne. Donc il faut se rapprocher aussi de vos organisations interprofessionnelles et voir de quelle manière on peut influencer effectivement les négociations en cours, puisque jusqu'à début juillet au moins, on va dire que même si ça semble complexe, tout est possible. Ok, très bien. Merci, Saïs. Juste si je devais résumer un petit peu là les premières discussions, donc on a des Américains qui sont globalement en déficit structurel de leur balance commerciale, qui essaient de rééquilibrer depuis déjà plusieurs années, mais qui ont du mal, malgré le fait qu'ils ont quand même un dollar qui est fort et qui bénéficie aussi d'exportations de data non soumises à des droits de douane. La méthode employée, comme on le disait, elle est certes très très discutable, surtout quand on voit la réaction des marchés, mais in fine, on arriverait, d'après ce que je comprends, à quelque chose d'un peu plus équilibré. Après, on peut dire ce qu'on veut. Dans tous les cas, ces hausses vont nuire, même si c'est plus équilibré ou quoi que ce soit, ces hausses vont nuire au commerce international. Ça, c'est clair qu'il y a un impact qui est assez important. Donc maintenant qu'on a compris un peu mieux la stratégie de Trump, qui est de finalement demander un peu plus pour obtenir ce qu'il veut, vous, Stanislas, en tant qu'avocat spécialiste, qui avait globalement la même typologie de client qu'AU Group, déjà, première question, c'est que vous demandent vos clients et quels conseils pour y répondre? Ah merci, ouais, C'est une grande effectivement, question. très bonne question et je rebondis sur, la conclusion que vous opériez juste avant, qui va nous faire un lien. Effectivement, ça peut être vu comme quelque chose de néfaste et de négatif. En tout cas, c'est des freins au commerce actuellement. Nous, on le voit maintenant avec l'expérience des 3 mois, qui viennent de s'écouler où on a peu dormi au cabinet parce qu'on a beaucoup travaillé. On le voit plutôt comme un wake-up call en réalité parce que, ça devrait nous amener à prendre 3 décisions très simples et je vais rentrer dans le détail après de ce qu'attendent effectivement ces sociétés. Mais ces 3 décisions de manière un peu là macro, elles sont, le multi-sourcing, arrêter d'être dépendant d'un ou plusieurs fournisseurs, mais surtout d'un pays et là on parle vraiment d'origine au sens douanier.
Ça devrait nous amener aussi à structurer ces fonctions-là, parce que voilà, je parlais de trade officer tout à l'heure, c'est important dans les sociétés d'avoir des responsables douanes, des directeurs des affaires douanières, et ça se fait beaucoup aux US, moins chez nous. Et enfin, un wake-up call, parce que ça doit nous amener effectivement à tenter de relocaliser certaines parties de nos industries. Ça, c'est un peu plus effectivement à très long Mm. terme. Alors, quelques points, on va dire, plus simples à retenir de ce qu'on voit aujourd'hui, de ce qu'attendent les clients, pour répondre à votre dernière question. Déjà, il faut savoir que voilà, tout ce qui est d'origine américaine, ou en tout cas les produits qui détiennent au moins 20% on va dire, de pièces ou de composants américains, ne seront pas nécessairement soumis à ces taxes-là, ou en tout cas pourraient bénéficier d'exemptions sur la partie américaine. Ça, voilà, c'est une petite astuce simple, mais c'est un premier point à retenir pour ceux qui ont du sourcing aux US. Un deuxième point, là pour le coup qui est très concret et qui est un peu technique, mais je vais l'expliquer en quelques secondes, c'est le principe de la first sell, la première vente, dans le cadre de vente en chaîne. Ce qui explique d'ailleurs aussi que les États-Unis, de ce point de vue-là, avaient un certain déficit commercial. Cette règle, elle existe toujours, donc il faut en profiter. C'est la possibilité d'utiliser comme valeur en douane, au moment de l'importation aux US, le prix de la première vente intervenue dans la chaîne, plutôt que la dernière. Quand vous importez dans l'Union européenne, vous êtes obligé de déclarer comme valeur en douane, base taxable des droits de douane, la dernière vente intervenue. Et par dernière vente, on entend accord sur le prix et la chose. C'est-à-dire si en fait vous avez déjà un accord avec un client, même si le bien n'est pas encore dans l'Union européenne, vous devez utiliser cette valeur. Aux US, c'est l'inverse, vous pouvez utiliser la première valeur. Et donc ça enlève toutes les marges, on va dire, des intermédiaires. C'est très intéressant en intragroupe notamment, puisqu'on n'est pas gêné de révéler la marge. Donc cette possibilité-là, il faut l'utiliser, ça fait baisser la base taxable, c'est simple, il y a des conditions, je pourrais voilà, les détailler, mais ça serait un peu long, il y a des conditions, et on peut en discuter évidemment avec ceux que ça intéresse. Un autre point sur lequel il faut jouer, c'est la notion de valeur en douane. Alors, jouer entre guillemets, hein, de manière bien évidemment légale. Comme je le disais, la valeur en douane, elle est plus faible aux US qu'en Europe. Pour faire très simple, en Europe, on a une valeur en douane CIF, c'est l'incoterm qui est tout en bas. CIF, ça veut dire que la valeur en douane que l'on déclare à l'introduction dans l'Union européenne, c'est une valeur qui intègre le transport, qui intègre le transport, l'acheminement, etc. Alors que aux US, la valeur est FOB, la valeur déclarée, elle n'intègre pas tous les frais de transport. Donc ça fait baisser la base taxable. Et il faut garder en tête d'utiliser la bonne valeur en douane. Une autre astuce éventuelle, la liée au prix de transfert, donc pour les flux intragroupes, pour ceux que ça concerne, vous avez fixé des prix de transfert on va dire dans un environnement stable il y a quelques mois ou il y a quelques années. Cet environnement, il a très fortement évolué puisque le marché américain n'est plus le même. Il y a une hausse des droits de douane, donc une augmentation finalement des prix, une perte de compétitivité, pardon, une érosion de la marge, et donc tout ça induit le fait que l'on puisse revoir les prix de transfert. Et on peut les revoir notamment à la baisse, ce qui fait que ça, encore une fois, ça baissera la valeur en douane qui est déclarée. Voilà, là, il y a quelques actions simples à introduire, on peut en discuter également. Et puis un autre sujet sur lequel on travaille beaucoup actuellement, c'est la notion d'origine. Il y a des règles spécifiques qui s'appliquent aux US. J'ai détaillé tout à l'heure avec les excellentes questions de Julien. Comment est-ce qu'on acquiert une origine? Comment est-ce qu'on change une origine? Eh bien, effectivement, revoyez les chaînes de production, revoyez la supply chain, avec les critères qui vont bien pour éventuellement changer l'origine des produits qui sont importés, notamment, j'allais dire, pour les produits d'origine chinoise qui subissent la plus forte taxation. Et donc concrètement, voilà, ça donne quelques solutions pratiques. C'est les sujets sur lesquels on travaille beaucoup actuellement. Connaître les règles d'origine et les règles de classification pour voir si le code que vous avez toujours utilisé parce que ce code-là ou celui d'à côté, c'était le même niveau de droit de douane aujourd'hui aux US, mais vous vous rendez compte qu'en fait, en regardant dans le détail, il y a du fait des surtaxes un code qui est moins taxé que l'autre. Maîtrisez vos codes douaniers. Regardez les régimes douaniers, on parle beaucoup de l'entrepôt sous douane en ce moment, c'est très utile, l'entrepôt aux US notamment, ou en Europe du reste, pour avoir le temps, hein, et c'est aussi un gain de trésorerie, et c'est avoir le temps de voir venir les mesures et la fin des négociations.
les Incoterms, la valeur en douane, j'en ai parlé. Voilà, toutes ces solutions, elles sont simples, entre guillemets simples, ou en tout cas elles existent, et donc elles peuvent être mises en œuvre rapidement et évidemment avec des experts. On peut faire ça avec vous, mais vous, voilà, vous avez accès au texte, et ça, c'est important de le mettre en œuvre rapidement. Et structurez-vous, mais là, c'est un peu plus sur du long terme. Je pourrais en dire un mot également. Ouais, sur cette partie-là, justement, sur la structuration, vous l'avez dit tout à l'heure, on a quand même on a recours à des trade officers aux États-Unis et dans d'autres pays, pas beaucoup en Europe. Selon vous, quels seraient en fait les critères pour avoir un trade officer? Est-ce qu'il faut être une multinationale et faire des milliards de chiffre d'affaires ou voilà, vous avez une idée? À quel Ouais, moment ça peut être bien sûr, intéressant avec d'avoir un plaisir. trade officer? Ouais, merci. J'allais dire en fait, et ça fait le lien avec le slide qu'on a sous les yeux, hein, mais vous avez des flux internationaux. Eh bien, vous devriez avoir un trade officer, un directeur des affaires douanières, un responsable douane, parce que la douane ou les droits de douane, ce sont des flux internationaux. Et donc ça, c'est le premier critère. Effectivement, si vous êtes impacté par des flux d'importation, d'exportation, bah, vous devriez avoir quelqu'un qui s'en occupe, et qui s'en occupe pour une raison simple, qui est la première et qui est évoquée sur ce slide, c'est pouvoir naviguer, parce qu'en réalité, la seule manière de maîtriser effectivement les hausses de droits de douane, ou de sécuriser les flux, ou de les optimiser, bah, c'est déjà de les connaître. Et en fait, on a énormément, nous, de sociétés qui nous contactent actuellement, qui nous disent, mais en fait, c'est vrai qu'on a des flux internationaux, mais on ne sait pas, Mm. on les a pas analysés. C'est-à-dire, on ne sait pas les taux de droits de douane en fonction des différents pays. On ne sait pas, est-ce qu'en changeant de sourcing, on changerait le taux de droits de douane? Est-ce que telle opération, comment est-ce qu'on le traite? Avec quels documents? Est-ce qu'on pourrait gagner du temps? Est-ce qu'on pourrait payer moins de droits de douane effectivement en fonction des opérations? Est-ce que on a les bons documents? Est-ce qu'on prend des risques? Parfois, on ne le sait même pas. Et ça, c'est assez simple, c'est d'avoir déjà effectivement un mapping des flux. Et donc quelqu'un qui ait en tête ce mapping des flux. Et c'est pas que géographique, c'est aussi comment est-ce qu'on traite chacun des flux internationaux, importation, exportation qu'on a sous les yeux. Et ça, on prend déjà un peu plus de hauteur, mais il faut commencer par faire ça. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on dit à toutes les sociétés qui nous appellent actuellement. Est-ce que vous connaissez vos flux? Est-ce que vous savez comment ils sont traités, votre niveau de droit de douane, votre impact risque, votre niveau de risque? Voilà, ça, ce sont des premiers points assez simples à mettre en œuvre. Voilà, une cartographie des flux avec à chaque fois la gestion, les risques que l'on prend et comment atténuer ces risques, ou comment optimiser la gestion. Moi, j'aimerais bien que vous me donniez un petit exemple, voilà, d'une entreprise qui, du coup, n'aurait pas pris suffisamment en considération les droits de douane et qui se serait peut-être, voilà, qui serait peut-être eu des difficultés suite à ça. Et aussi, peut-être aussi un autre exemple voilà, d'une intervention de votre part qui a permis justement à une entreprise d'améliorer ses droits de douane. Alors bien sûr, ouais, bah, effectivement, dès qu'on intervient, c'est soumis à un succès fulgurant, bien évidemment. Mais J'en non, suis sûr. plus sérieusement, oui, effectivement, des exemples, on en a énormément. Alors des exemples de sociétés dont la survie, hein, en fait, hein, en réalité, c'est ça dont on parle, est remise en cause du fait d'une taxation. On en a beaucoup, puisque 50% de notre activité, c'est du conseil, et le reste, 50%, c'est du contentieux, des contentieux contre les administrations. Là, on parle de l'administration des douanes américaines, mais on pourrait parler d'administration des douanes européennes. Ces contentieux, bah, effectivement, aux US comme en Europe, il y a un droit de reprise de l'administration de 5 ans en arrière. On parle de prescription, mais voilà, c'est la même chose. 5 ans en arrière, donc c'est colossal. Imaginez que vous ayez une taxation de 10% que vous n'avez pas anticipé, que vous n'avez pas provisionné sur tous vos achats, toutes vos importations sur les 5 dernières années. Ça donne des montants colossaux. On parlait tout à l'heure de l'industrie des vélos électriques. On a énormément de sociétés qui nous ont contactés parce que les 80% de taux de droit anti-dumping applicables dans l'Union européenne, elles les avaient pas vus venir. Et donc, quand on vous demande 80% de toutes vos importations sur les 5 dernières années, bah, c'est la fin de la société. Un autre exemple, ça peut être effectivement les sociétés, il y en a actuellement qui arrivent aux US sans avoir anticipé pour des produits d'origine chinoise les surtaxes, ou en tout cas ne pas l'avoir provisionné ou induit dans les prix de revente. Bah, effectivement, c'est de la perte. Les droits de douane, on les paye, on les perd. C'est pas comme la TVA à l'importation qu'on récupère.
Donc ça, c'est quelques exemples, voilà, de non-anticipation et ça peut être catastrophique. Et peut-être qu'il y a des solutions d'assurance crédit, on en reparlera après, mais ça peut être catastrophique. Quelques exemples au contraire de succès, bah, effectivement, on a beaucoup de nos sociétés avec lesquelles on anticipe et on sait qu'un sourcing, je vous donne voilà, quelques exemples simples, mais un sourcing au Bangladesh sera moins taxé qu'un sourcing au Japon. Et donc, on a augmenté nos marges grâce à la baisse du taux des droits de douane. Un autre exemple de succès, bah, effectivement, une société dans le domaine des spiritueux qui arrive aux US et qui veut éviter des surtaxes, bah, effectivement, là aussi, il y a des possibilités de mettre en œuvre des stocks déportés, il y a des possibilités de mettre en œuvre des valeurs plus faibles. Et ça, on l'a introduit, ça fonctionne. Évidemment, il y a toujours le risque d'un contrôle douanier, mais comme on le disait en introduction, quelque part, anticiper, c'est vaincre. Et donc, si vous avez déjà la connaissance de vos flux, la connaissance de vos niveaux d'exposition et des idées d'optimisation, vous partez avec un temps d'avance qu'ont clairement les entreprises européennes par rapport aux les entreprises américaines, pardon, par rapport aux entreprises européennes, comme je le disais tout à l'heure. Ok, merci Stanislas. J'ai une question, là, j'ai vu une question dans le Q&A. Voilà, la question est la suivante. Nous produisons des accessoires textiles. Nous faisons réaliser cette dernière opération. La convection est faite au Maroc en zone franche. Est-ce que nous pouvons bénéficier de droits de douane réduits, ceux du Maroc? Alors j'imagine peut-être donc c'est très clair, j'imagine que dans la première partie de la question, comme on parle là de finalisation au Maroc en zone franche, il y a peut-être une origine asiatique au départ ou Chine pour justement Ouais. bénéficier d'un taux moins élevé. Alors 2 réponses. Si la transformation est considérée comme substantielle au regard des règles américaines, les critères que j'évoquais tout à l'heure, oui, vous pourriez devenir un produit d'origine marocaine et non plus d'origine chinoise et donc bénéficier du taux de 10 qui s'applique pour le Maroc. Donc la première condition, c'est de respecter les règles d'origine. La deuxième condition, c'est que, la transformation qui soit opérée au Maroc, elle ne soit pas qualifiée comme soit minimale, c'est-à-dire L'origine est insuffisante. française, pardon, Stanislas. L'origine est française. J'ai une. Ah OK. Ok. Oui, alors là, bah, dans ce cas-là, aux US, vous allez avoir le même taux de droits de douane qui s'appliquera pour un produit qui soit d'origine française, ou marocaine. Il y a pas d'accord spécifique, qui s'appliquera dans ce cas-là, puisque le taux de 10 s'applique à tout le monde. Donc ça changera pas grand-chose, sauf à ce que le Maroc, effectivement, obtienne, un avantage préférentiel de la part des US, ou en tout cas qu'il soit confirmé, et ça, il faudra regarder effectivement dans le détail de l'accord Maroc-US. Il y a un accord du reste Maroc-UE et là, effectivement, on pourrait bénéficier de taux, réduits. Très bien. Ok. Après, j'ai une autre question. Alors, elle sera peut-être plus pour moi. Quel est l'impact de ces taxes pour le risque de crédit? Bah, il y a beaucoup de conséquences en fait, mais cela va quand même dépendre beaucoup de la négociation finale, hein, du taux de douane final qui va s'opérer. Ce qu'on voit en fait, c'est que les importateurs américains et les exportateurs vers les US bah, vont devoir revoir leurs tarifs, très clairement, pour rester compétitifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, à la fois moins de marge et aussi moins de volume de business. Ensuite, l'autre point qu'on voit hein, sur le risque de crédit, c'est est-ce qu'il y aura des représailles des autres pays? Et ce seront également les entreprises exportatrices, là cette fois-ci américaines, qui vont souffrir. Donc clairement, ça va être le territoire américain qui va souffrir de tout ça. On a également de l'inflation US aussi qui va continuer sa progression avec cette fois-ci quand même un petit peu moins de marge de manœuvre sur les taux, vu que les taux sont déjà très très élevés. Donc oui, clairement, tous ces droits de douane vont avoir un impact sur le risque de crédit avec certainement une hausse des défaillances, que ce soit aux US et même des entreprises voilà, qui exportent aux US et qui se fournissent en Chine. Ça met complètement à mal les marges et puis potentiellement aussi le business. Euh, Après, à cette question-là, on peut aussi ajouter, parce qu'on est aussi courtier en assurance crédit, ou comment vont réagir les assureurs crédit. Euh, la réponse, elle est, nous, ce qu'on a vu déjà, c'est une hausse de 41% des demandes de crédit sur les US. Et ça, c'est uniquement sur le Q1. Et en fait, cette hausse des demandes de crédit sur les US, elle va continuer à s'opérer
jusqu'à la fin de la pause et donc jusqu'à peu près à la fin du premier semestre 1. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les entreprises, elles anticipent et surstockent beaucoup. Donc bien entendu, là-dedans, les assureurs crédits, ils vont regarder à la fois les entreprises importatrices, mais aussi les exportateurs. Et pour le moment, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de plan, tout est plutôt stable à ce niveau-là. Voilà, ils regardent, ils écoutent, et, ils attendent des vrais deals pour voir quels seront les impacts à la fois sur les entreprises américaines et sur les entreprises exportatrices vers les US. On a aussi un point important aussi sur lequel on a reçu une communication très récemment. C'est l'État français qui va également intervenir pour les exportateurs de vins et spiritueux pendant justement cette période, avec la mise en place du Cap France Export pour couvrir justement les pics jusque début juillet. Donc, pour pour les entreprises qui travaillent sur ces secteurs-là, sachez que ça existe et que l'État a pris des mesures pour justement essayer de soutenir ce secteur. Je regarde Ouais. l'heure qui avance, Stanislas. Je regarde si j'ai d'autres questions. Oui, j'allais dire juste pour rebondir sur ce que vous disiez là, effectivement, il y a aussi, gardez en tête, hein, il y a aussi des cas de demande de remboursement de droits de douane qui ont fonctionné aux États-Unis dans le cadre du mandat Trump 1. Donc il faut rester informé et aux aguets de ce qui se passe aux US parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de la méthode d'introduction de ces niveaux de droits de douane historiques. Et probablement, il y a, ou en tout cas, il y aura une forme de, on espère, de justice sur certains secteurs qui sont clairement défavorisés. Et je le rappelle, normalement, les droits de douane, c'est fait pour rehausser, ou en tout cas, arriver à un niveau qui permette de protéger nos industriels locaux. Et donc, quand il n'y a pas de raison qu'il y ait des droits de douane, en théorie, il ne devrait pas y en avoir. C'est ça la base de l'accord OMC, c'est de dire, en fait, si vous n'avez pas d'industrie, vous ne devriez pas avoir de droits de douane. Et donc, voilà, il faut bien garder en tête, si vous êtes dans des industries dans lesquelles, clairement, les droits de douane, là, ne sont pas justifiés, mais c'est simplement parce que ça s'applique à un produit, à un pays, pardon, au sens large, il y a des actions qui peuvent être menées, et ces actions-là, il y a des chances pour qu'elles fonctionnent. Comme l'industrie du livre aux US, c'est bien ça? C'est de ça que vous êtes en train de Exactement, parler comme exemple? Ok. ouais, exactement, qui est exonéré. Mais donc, voilà, il y a des chances que ça fonctionne. Je ne veux pas non plus citer trop de secteurs et créer des faux espoirs, mais effectivement, on parlait tout à l'heure des spiritueux. Alors, il y a évidemment des productions locales Mm. aux États-Unis, mais pas de tout type de spiritueux et encore moins de nos régions françaises. Donc, effectivement, là aussi, il y a probablement quelque chose à réfléchir au niveau voilà, du lobbying et notamment des échanges que l'on pourrait avoir. On a un très bon contact, nous, avec le douanier de l'ambassade française aux US, qui a introduit beaucoup de demandes, avec lequel on a fait pas mal de dossiers et ça peut fonctionner. Super. Je vois l'heure qui avance, il est midi et quart, donc je vais peut-être faire une petite conclusion rapide. Ça. Donc bon, ce qu'on remarque finalement, c'est que ces annonces, elles font couler beaucoup d'encre. Mais finalement, même si le style est clairement critiquable, le style de Trump est clairement critiquable, on reste dans une certaine forme finalement de continuité de hausse de taxes aux conséquences multiples, notamment sur le commerce international, avec clairement voilà, des défaillances qui risquent de s'opérer un peu partout. Ce qu'il faut retenir dans ce que vous avez dit, c'est que finalement, on retrouve un petit peu les mêmes choses que pendant le Covid. Il faut repenser sa stratégie, que ce soit sur le développement commercial. Est-ce qu'il faut être aux US finalement? Ça peut être aussi une question qu'on peut se poser. Parce que ça a été la grande mode d'être aux US, mais est-ce que finalement la rentabilité est suffisante? Et on a des entreprises qui se posent la question. Et moi, j'étais en call la semaine dernière avec un client qui me disait, je vais peut-être sortir des US, tout simplement. Il faut aussi revoir aussi sa stratégie supply chain. Ça aussi, c'est le point important pour optimiser. Et puis, voilà, on rentre dans une nouvelle ère. La dépendance à un pays, la dépendance à un fournisseur, à un client, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'atténuer au maximum. Et comme on l'a vu avec vous, Stanislas, tout à l'heure, il y a des choses, il y a des méthodes qui existent qu'on peut, voilà, qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est très intéressant.
En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que ce webinaire vous aura été intéressant, que vous avez beaucoup appris. Stanislas, merci pour tous ces éclairages. Il Merci à va y vous. avoir un petit questionnaire de satisfaction qui sera adressé à tout le monde. Voilà. Donc, merci encore, Stanislas, pour votre intervention. Je vous souhaite du coup un bon appétit et surtout une très belle fin de journée. Merci à tous, merci pour votre participation. Au revoir. Merci. Allez, au revoir.